En Guinée, les essais cliniques d'un antiviral japonais a donné des résultats positifs contre le virus Ebola. Ce traitement efficace a été élargi à d'autres centres dans le pays. Au Nigeria, Muhammadu Buhari, le rival sérieux du président Goodluck Jonathan pour la présidentielle du 14 février, dit s'attendre à remporter le scrutin avec une victoire écrasante. Puis 109 combattants islamistes tués, un général de l'armée tchadienne blessé et 4 soldats nigériens tués, un bilan provisoire de l'offensive de Boko Haram sur la ville de Bosso au Niger. Un plaisir de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous démarrons par des nouvelles concernant Ebola. Les essais cliniques en Guinée d'un antiviral japonais qui a donné des indices d'efficacité contre le virus ont été étendus à d'autres centres dans le pays. Il s'agit d'une annonce faite ce samedi par le Centre de coordination nationale de la lutte contre Ebola. Le coordonnateur français de la lutte, Jean-François Delfraissy, nous donne ici des détails. L'essai se poursuit. Nous avons présenté ces résultats au président Condé hier et en accord entre le partenariat français et les autorités guinéennes, ce médicament devrait être disponible dans les semaines qui viennent sur l'ensemble des centres de traitement Ebola et il fait encore l'objet bien sûr d'une surveillance très particulière. Ce médicament ne sera pas disponible en pharmacie. Ce médicament sera disponible uniquement dans les centres de traitement Ebola. Ce médicament doit être accompagné par une médicalisation. Il y a des règles de prescription qui doivent être respectées. Et l'étude se poursuit sur cette cohorte opérationnelle parce que nous avons besoin d'acquérir de nouvelles informations encore pour savoir exactement ce qui se passe. Ce n'est clairement pas un magic bullet. C'est une première étape. Je rappelle que par exemple ce qui s'est passé dans l'histoire du VIH, on a démarré d'abord par un premier médicament, puis ensuite on a appelé ça des bithérapies, puis ensuite des trithérapies qui était la combinaison. Eh bien peut-être avec Ebola on est dans la même vision. Voilà, c'est donc une première étape. Elle était nécessaire, elle n'est absolument pas suffisante. Dans une semaine, les Nigériens seront aux urnes. Pris en otage dans le tourbillon de la corruption, le manque d'accès à l'éducation et l'effondrement du cours du pétrole, la jeunesse nigériane doit choisir un nouveau président. Tout ceci, bien sûr, dans un contexte économique et social très difficile. Ola est un rabatteur. Chaque jour, il trouve des clients pour les mototaxis qui pullulent dans les rues de Lagos. Il a abandonné l'école à l'âge de 10 ans et gagne aujourd'hui quelques euros par jour. À l'approche des élections présidentielles nigérianes, il aimerait voir son pays offrir un avenir à la jeunesse. Comme il n'y a pas de travail sur la route, les gens diplômés de l'université viennent travailler ici. Vous pouvez être titulaire d'un master et faire le mototaxi. Nous avons un problème avec l'économie, nous manquons de tout au Nigeria. Dans son salon de coiffure d'un quartier populaire de Lagos, Perpetua est tout aussi préoccupée par la situation de son pays. À 20 ans, elle est déjà lassée par les promesses électorales, mais ce qui compte pour elle, c'est la sécurité et l'éducation. Les filles de Chibok n'ont pas encore été libérées et je ne sais pas ce que fait le gouvernement. J'ai entendu dire pendant la campagne que si on vote pour Buhari, ils vont les libérer. Mais on ne sait pas ce qu'ils font. Alors s'ils travaillent là-dessus et sur l'éducation aussi, pour nous donner une bonne éducation avec de bons équipements, alors oui, dans ce cas, on votera pour eux. Le Nigeria a beau être la première économie d'Afrique et le premier producteur de pétrole du continent, plus de 35% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Des chiffres désastreux qui suscitent beaucoup de défiance envers la classe politique, régulièrement éclaboussée par des scandales de corruption. Ce que certains jeunes avancent aujourd'hui, c'est que si nous pouvons rejeter par les urnes le gouvernement, surtout celui qui est au pouvoir aujourd'hui, les politiques comprendront qu'ils doivent apporter des solutions. Il y a une divergence d'opinion. Certains estiment qu'il est inutile de voter, alors que d'autres pensent qu'il faut être patient jusqu'à ce que l'on obtienne gain de cause. Le 14 février prochain, la jeunesse nigériane devra choisir son prochain président. Goodluck Jonathan, président sortant et candidat,
est opposé à l'ancien général Mouhamadou Bouhari. Tous deux ont axé leur campagne sur la jeunesse, dans ce pays où 43% de la population a moins de 15 ans. Et parlons de cette élection présidentielle du 14 février. L'opposant Mouhamadou Bouhari, considéré comme le plus sérieux rival du chef de l'État sortant Goodluck Jonathan au Nigeria, a affirmé hier qu'il s'attend à remporter le scrutin avec une écrasante victoire. Je vous propose de suivre ici un extrait de sa déclaration. Croyez-moi, je m'attends à une victoire écrasante. Et si vous suivez le parcours de ma campagne dans 4 États, tout ce dont nous avons besoin, ce sont des élections libres, justes et crédibles. Et l'INEC a un rôle constitutionnel à jouer. J'ai visité 34 États jusqu'à présent. Dans chacun des États, il y a 3 choses qui sont cohérentes et qui sont des problèmes fondamentaux de ce pays. L'insécurité, la destruction de l'économie et la corruption. Tous les Nigériens sont inquiets. Et moi aussi. La corruption a habituellement été développée dans la culture du Nigeria. Je crois que la chose la plus sérieuse à faire dans l'immédiat est de tracer une ligne. Ce qui est devant la justice, nous autoriserons que cela se poursuive. Mais de là à dire que nous allons enquêter sur chaque cas de corruption, alors nous ne ferons aucun progrès. Mais nous irons de l'avant. Dès le jour où nous serons investis en tant que gouvernants, quiconque abusera de la confiance de l'État sera appelé à rendre des comptes. Violents affrontements hier à Bosso dans la région de Difa entre forces de défense et de sécurité du Niger, appuyées par l'armée tchadienne et les éléments de la secte islamiste Boko Haram. Le bilan provisoire fait état de 4 soldats nigériens tués, 109 combattants de Boko Haram tués et un général de l'armée tchadienne blessé. Les détails avec le ministre de la Défense, Mahamadou Karidjo. Des éléments appartenant au groupe terroriste Boko Haram ont mené des attaques simultanées à Bosso et à Difa. À Bosso, les forces de défense et de sécurité nigériennes, appuyées par des troupes tchadiennes, ont neutralisé les assaillants qui avaient réussi à s'infiltrer à l'intérieur de la ville. À Difa, les forces de défense et de sécurité ont bloqué l'avancée des terroristes au niveau du pont Kogi. Ils les ont repoussés en leur infligeant de lourdes pertes. En ce moment, le calme est revenu dans les 2 localités et la situation est sous contrôle. Le bilan global provisoire s'établit comme suit. Côté forces de défense et de sécurité, à Bosso, 2 gendarmes, 1 militaire, un garde national tué, 4 gardes nationaux, 6 militaires et 3 gendarmes blessés, 2 militaires portés disparus, 1 civil tué. À Difa, 1 policier, 2 militaires et 1 gendarme blessé. Côté ennemi, 109 assaillants tués. Des opérations de ratissage sont en cours. Fidèle à ses valeurs de liberté et de tolérance, le Niger est plus que jamais déterminé à défendre son intégrité territoriale et à assurer la protection des personnes et des biens en menant une lutte sans merci aux côtés de ses partenaires contre ces groupes terroristes et autres forces obscurantistes qui opèrent dans le bassin du lac Tchad. Le président de la République et le gouvernement invitent les populations au calme et à la vigilance et les encouragent à apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans ce noble combat. Au Cameroun, les experts de l'Union africaine, des États membres de la Commission du bassin du lac Tchad et de la République du Bénin ont tenu 2 jours de travaux qui doivent permettre d'envoyer 7500 soldats en appui à la coalition qui mène actuellement un combat contre Boko Haram. L'Union africaine sollicite quant à elle des ressources financières pour soutenir cette force régionale. Je vous propose de suivre ici un extrait de la déclaration du ministre camerounais de la Défense. Des opérations de décompte qui ont été effectuées à Fotokol, nous avons 81 personnes, c'est-à-dire au titre des populations civiles,
tués. Nous comptons également 13 militaires tchadiens également tués et 6 militaires camerounais. Les chefs d'État de l'Union africaine ont décidé de déployer, et ça c'est nouveau, une force africaine de 7500 hommes. Et l'importance de la réunion que nous venons d'ouvrir et qu'elle réunit, n'est-ce pas, des experts de l'Union africaine, des experts militaires des États membres de la CBLT, qui vont donc travailler avec une feuille de route bien précise, à savoir élaborer le concept d'opération, élaborer le concept du soutien logistique et enfin élaborer les lettres d'engagement. Le Mexique à présent, plus de 60 cadavres ont été découverts dans un crématorium abandonné de la ville touristique d'Acapulco au Mexique sans que soit déterminée pour l'instant la cause des décès. Il faut dire que l'état de Guerrero, où est situé Acapulco, est le plus violent du Mexique avec une forte activité des cartels de narcotrafiquants. Mais les autorités se sont contentées pour l'instant d'indiquer qu'il y avait des indices et des pistes et que des arrestations seraient bientôt réalisées. Un important dispositif policier avait été déployé jeudi soir dans la zone située près de la partie touristique de la ville après que des riverains avaient donné l'alerte en raison de l'odeur qui se dégageait des lieux. Au Brésil, loin de calmer les marchés, la nomination vendredi d'un proche du pouvoir à la tête du géant pétrolier Petrobras, ébranlé par un vaste scandale de corruption, a fait plonger les actions de la plus grande entreprise brésilienne. Les détails. Le conseil d'administration Petrobras, réuni vendredi à Sao Paulo, a officialisé dans l'après-midi l'élection à la majorité de son nouveau président, Aldemir Bendin, 51 ans, qui présidait depuis 2009 Banco do Brasil, la plus grande banque d'Amérique latine. Ce dernier remplace Graça Foster, une proche de la présidente Dilma Rousseff, qui avait démissionné mercredi, emportée par l'onde de choc de l'énorme scandale de corruption qui ébranle le géant pétrolier. La nomination de Bendin, un banquier de carrière sans expérience dans le pétrole et réputé proche de l'ancien président de gauche Lula, avait été anticipée dès vendredi matin par les principaux médias brésiliens, faisant plonger l'action Petrobras à la bourse de Sao Paulo. Il faut dire que les actions préférentielles de Petrobras ont clôturé la séance en chute libre de 6,94% à 9,12 reais et les actions ordinaires de 6,52% à 9,03 reais, alors que l'indice Ibovespa a reculé de 0,90%. Le conseil d'administration de Petrobras a également approuvé les nominations de 5 nouveaux directeurs en remplacement de ceux qui avaient démissionné en même temps que Graça Foster. Rappelons que le scandale Petrobras a éclaté l'automne dernier en pleine campagne pour les élections législatives et présidentielles qui ont vu la réélection de justesse de la présidente de gauche Dilma Rousseff. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.